Le vent glacial de Macédoine soufflait à travers les cours du palais royal de Pella, portant avec lui le poids d'un héritage que peu d'hommes dans l'histoire avaient dû assumer. Alexandre marchait dans les couloirs de marbre où son père, Philippe II, avait élaboré les plans qui transformeraient la Macédoine, autrefois un royaume considéré comme barbare, en une puissance militaire redoutée par toute la Grèce. Les murs résonnaient encore des voix des généraux discutant de stratégie, du bruit des armes forgées et des cris de guerre qui avaient précédé les victoires ayant uni la Grèce sous domination macédonienne. Mais Philippe était mort, assassiné par une conspiration qui laissait encore des cicatrices dans l'âme du jeune roi. À 22 ans, Alexandre avait hérité non seulement d'un trône, mais d'un rêve qui avait hanté l'esprit de son père depuis son accession au pouvoir. L'Empire perse, vaste et riche au-delà de toute imagination, s'étendait des côtes de l'Asie mineure jusqu'aux frontières de l'Inde, une étendue de terre qui représentait à la fois une opportunité et un défi insurmontable pour tout conquérant. Les généraux vétérans ayant servi Philippe observaient le jeune souverain avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Alexandre possédait le génie tactique de son père, peut-être même plus aiguisé, mais il faisait également preuve d'une audace frisant l'imprudence. Là où Philippe calculait chaque mouvement avec la patience d'un joueur d'échecs expérimenté, Alexandre brûlait d'impatience, voyant le monde comme un territoire à conquérir avant le coucher du soleil. L'armée qu'Alexandre commandait était une machine de guerre, affinée par des décennies de réformes et de combats. La phalange macédonienne, équipée de sarisses de 6 mètres de long, formait une muraille impénétrable de fer et de bronze qui avait brisé les meilleures formations grecques. La cavalerie des compagnons, élite parmi les élites, était composée de jeunes nobles macédoniens ayant grandi à cheval et maniant la lance comme une extension de leur propre corps. L'infanterie légère, les hypaspistes, offrait la flexibilité que la phalange ne possédait pas, tandis que les archers crétois et les frondeurs agriens complétaient un arsenal militaire sans égal dans le monde connu. Mais Alexandre savait qu'avoir la meilleure armée du monde ne garantissait pas la victoire face à un empire capable de mobiliser des centaines de milliers de soldats, possédant assez d'or pour recruter des mercenaires de tous les coins de la terre, et contrôlant des routes commerciales ayant enrichi des civilisations entières. L'Empire perse n'était pas seulement un adversaire militaire, c'était une idée, un concept de pouvoir ayant dominé l'Orient pendant plus de 2 siècles. La justification de l'invasion qu'Alexandre préparait n'était pas uniquement une ambition personnelle ou une soif de conquête. Les Grecs portaient une blessure qui n'avait pas cicatrisé malgré 150 ans d'histoire. Les guerres médiques, lorsque Darius Ier puis Xerxès Ier avaient envahi la Grèce avec des armées immenses, avaient laissé une marque dans la mémoire collective hellénique qui transcendait les générations. Marathon, les Thermopyles, Salamine et Platée n'étaient pas seulement des batailles du passé, mais des symboles de résistance devenus partie intégrante de l'identité grecque. Alexandre avait grandi en écoutant ces récits, racontés non comme de simples événements historiques, mais comme une dette demeurée impayée. Les Perses avaient incendié Athènes, profané des temples sacrés, réduit des populations entières en esclavage et traité les Grecs comme des barbares indignes de liberté. La campagne qu'Alexandre préparait serait présentée non comme une guerre de conquête, mais comme une guerre de vengeance et de libération, une croisade pour affranchir les Grecs d'Asie mineure du joug perse et pour faire payer aux descendants de Xerxès les crimes de leurs ancêtres. L'Hellespont s'étendait devant l'armée macédonienne comme une frontière entre le connu et l'inconnu, entre l'Europe et l'Asie, entre la vie en tant que sujet d'un royaume et la possibilité de devenir maître d'un empire. Les eaux bleues du détroit reflétaient le soleil matinal, quand Alexandre rassembla ses 40 000 hommes sur les plages de Thrace, un nombre qui semblait ridiculement faible face aux défis qui les attendaient de l'autre côté. Le rituel qu'Alexandre accomplit avant la traversée était chargé de symbolisme, et aucun de ses soldats ne le manqua. Il sacrifia un taureau blanc à Poséidon, dieu des mers, demandant un passage sûr à travers les eaux séparant 2 mondes. Ensuite,
Il versa du vin dans la mer et lança une lance dorée vers la côte asiatique, geste déclarant son intention de conquérir toute l'Asie par la force des armes. Quand le premier navire macédonien toucha la plage asiatique, Alexandre sauta à terre, lance en main, la planta profondément dans le sable et déclara qu'il recevait l'Asie des mains des dieux comme un territoire conquis par la lance. Les soldats ayant assisté à ce moment comprirent qu'il ne suivait pas simplement un roi dans une campagne militaire, mais accompagnait un homme qui croyait être né pour conquérir le monde. Dans les salles richement décorées du palais de Dascylion, capitale de la satrapie de Phrygie-el-Pontique, l'élite perse se réunissait dans une atmosphère tendue et incrédule. Les nouvelles de la traversée d'Alexandre étaient arrivées par des messagers ayant chevauché sans relâche sur les routes royales perses, porteurs d'informations semblant à la fois alarmantes et presque risibles. Un jeune roi barbare, à la tête d'une armée plus petite qu'une simple division perse, avait traversé l'Hellespont et marchait désormais vers le cœur de l'Asie mineure, comme s'il avait une chance réelle de défier la puissance du roi des rois. Les satrapes gouvernant les riches provinces d'Asie mineure, sous l'autorité de Darius III, n'étaient pas des hommes faciles à impressionner. Arcitès, satrape de Phrygie-el-Pontique, avait passé des décennies à administrer une région générant à elle seule plus de richesses annuelles que tous les royaumes grecs réunis. Espithridate, gouverneur de Lydie et contrôlant les routes commerciales reliant l'intérieur de l'Asie au port de la Méditerranée, disposait de ressources suffisantes pour maintenir une armée permanente plus grande que toute force que la Grèce avait jamais pu mobiliser. Arsamos de Cilicie, Mithrebusane de Cappadoce et d'autres nobles perses représentaient un pouvoir accumulé, rendant toute invasion grecque apparemment une folie suicidaire. Mais un homme présent à cette réunion avait une expérience des Grecs bien plus intime et inquiétante que les autres. Memnon de Rhodes était un mercenaire grec ayant servi les Perses pendant plus de 20 ans, commandant des troupes grecques au service de l'Empire et développant une connaissance approfondie tant des capacités militaires helléniques que des faiblesses du système défensif perse. Sa présence dans ce conseil n'était pas protocolaire, elle était essentielle, car il était le seul à véritablement comprendre la menace que représentait Alexandre. Quand Memnon prit la parole, sa voix portait l'autorité de celui qui avait combattu aux côtés et contre les meilleurs généraux grecs de sa génération. Il connaissait la réputation d'Alexandre non seulement en tant que roi, mais aussi en tant que commandant militaire. Il avait étudié les tactiques employées par le jeune Macédonien à la bataille de Chéronée, où, à 18 ans, il avait commandé la cavalerie, ayant brisé la ligne sacrée des Thébains. Il connaissait aussi les rapports sur les campagnes d'Alexandre contre les Thraces et les Illyriens, où le jeune roi avait démontré une combinaison d'audace tactique et de brutalité stratégique, le distinguant de tout autre commandant de son époque. La proposition de Memnon était radicale et aux oreilles perses, presque inacceptable. Plutôt que d'affronter Alexandre en bataille rangée, où les Perses pourraient utiliser leur supériorité numérique et leurs ressources, il suggérait une campagne de terre brûlée, privant l'envahisseur macédonien des ressources nécessaires pour maintenir son armée sur un territoire ennemi. Détruire les récoltes, empoisonner les puits, évacuer les villes et se retirer constamment face à l'avancée macédonienne épuiserait les forces d'Alexandre sans que les Perses aient à risquer leurs troupes en combat direct. La stratégie de Memnon était militairement solide et montrait une compréhension sophistiquée des réalités logistiques régissant les campagnes en territoire hostile. Une armée de 40 000 hommes consommait des tonnes de céréales chaque jour, avait besoin de fourrage pour des milliers de chevaux et de mules, exigeait de grandes quantités d'eau potable et dépendait d'un flux constant de ravitaillement pour maintenir sa capacité de combat. Couper ces lignes d'approvisionnement tout en évitant les batailles décisives transformerait l'invasion macédonienne en un exercice d'autodestruction. Mais la proposition de Memnon heurtait des réalités politiques et culturelles aussi puissantes que les considérations militaires. Les satrapes perses n'étaient pas seulement des commandants,
mais des gouverneurs de province ayant bâti leur fortune et leur prestige sur l'administration prospère de territoires riches et productifs. L'idée de détruire délibérément l'infrastructure économique de leur propre province, de ravager des champs générant d'immenses tributs au trésor royal et d'abandonner des villes symboles de leur pouvoir était presque impensable. Outre les considérations économiques, il y avait des questions d'orgueil et d'honneur pesant autant que toute analyse tactique. L'Empire perse dominait le monde connu depuis plus de 2 siècles, et sa suprématie militaire était considérée comme un fait naturel de l'ordre mondial. L'idée de fuir devant une armée barbare, même temporairement pour des raisons stratégiques, semblait une reconnaissance de faiblesse, pouvant avoir des conséquences politiques désastreuses à travers tout l'Empire. L'arrogance caractérisant l'élite perse n'était pas simple vanité, mais une conviction sincère fondée sur des décennies de supériorité militaire incontestée. Les armées perses avaient soumis des nations entières, réprimé des révoltes de peuples nombreux et expérimentés au combat, et maintenu le contrôle de territoires si vastes qu'un message mettait des mois à traverser l'Empire. La cavalerie perse en particulier était considérée comme invincible, une force d'élite issue de traditions martiales, remontant à l'époque de Cyrus le Grand. Quand le débat prit fin, la décision des satrapes reflétait à la fois leur confiance en leur supériorité militaire et leur incapacité à vraiment comprendre le type d'adversaire qu'ils affrontaient. Plutôt que d'adopter la stratégie défensive proposée par Memnon, ils choisirent de rassembler leurs forces pour une bataille décisive destinée, selon eux, à mettre fin à l'invasion macédonienne une fois pour toutes. La cavalerie perse et les mercenaires grecs seraient mobilisés, l'infanterie positionnée stratégiquement, et le jeune Alexandre apprendrait de la manière la plus brutale que défier la puissance perse était une folie punie par l'anéantissement total. Le fleuve Granique serpentait à travers le paysage de Phrygie comme une barrière naturelle que les dieux semblaient avoir créée spécifiquement pour favoriser les défenseurs contre tout envahisseur venant de l'ouest. Ces eaux, alimentées par la fonte des neiges des montagnes d'Anatolie, coulaient avec assez de force pour rendre toute traversée une opération militaire complexe et dangereuse. Les rives du fleuve étaient asymétriques par nature, la rive occidentale relativement basse et accessible, tandis que la rive orientale s'élevait en une falaise, offrant aux défenseurs une position dominante sur toute force tentant de traverser. Les généraux perses ayant choisi le Granique comme lieu d'interception de l'avancée macédonienne faisaient preuve d'une compréhension tactique solide des avantages que le terrain pouvait offrir. La rive orientale élevée devenait une forteresse naturelle d'où la cavalerie perse pouvait lancer des attaques dévastatrices contre tout ennemi émergeant des eaux. Les soldats parvenant à traverser seraient bouillés, désorientés et vulnérables, obligés de combattre en montant une pente escarpée face à des adversaires bien positionnés, au sec et bénéficiant de tous les avantages du terrain. La formation perse établie le long de la rive orientale du Granique reflétait des siècles d'expérience militaire accumulée à travers des campagnes ayant subjugué des empires et brisé des armées. En première ligne, directement au sommet de la rive, l'élite de la cavalerie perse s'alignait dans une impressionnante démonstration de puissance militaire. Ces hommes étaient des fils de la noblesse perse, élevés dès l'enfance pour la guerre, montés sur des chevaux spécialement élevés pour le combat et équipés d'armures symbolisant à la fois statut social et protection militaire. À côté de la cavalerie perse, des unités de cavalerie grecque mercenaires complétèrent la première ligne de défense. Ces mercenaires n'étaient pas de simples soldats, mais des vétérans expérimentés ayant choisi de servir les Perses pour l'argent et l'opportunité, beaucoup étant des exilés de leur cité natale pour des crimes politiques ou simplement attirés par la généreuse rémunération offerte par l'or perse. Leur présence en première ligne avait une valeur tant tactique que psychologique, montrant que tous les Grecs ne soutenaient pas l'invasion d'Alexandre, et que le talent militaire hellénique pouvait être utilisé contre les envahisseurs macédoniens. Derrière la cavalerie, positionnée pour fournir un soutien tactique si nécessaire, l'infanterie grecque mercenaire formait une réserve solide et disciplinée.
Ces hommes étaient des hoplites dans le meilleur sens de la tradition grecque, soldats lourdement armés de longues lances, d'épées courtes et de grands boucliers, protégés par des armures de bronze ayant fait leur preuve dans des centaines de batailles. Beaucoup avaient combattu dans toute la Méditerranée, accumulant une expérience de combat les rendant redoutables face à toute force ennemie. La confiance des commandants perses en leur position était pleinement justifiée par les réalités tactiques. Toute armée tentant de traverser le Granique ferait face à des défis presque insurmontables. D'abord, la traversée du fleuve elle-même, une opération exposant les soldats aux tirs de projectiles tout en luttant contre le courant et en essayant de maintenir leur formation. Ensuite, l'ascension de la pente escarpée, une manœuvre exigeant des efforts intenses sous un déluge de dards, flèches et lances lancées d'en haut. Même si certains soldats atteignaient le sommet, ils se retrouveraient en petits groupes désorganisés, séparés de leurs compagnons, et devraient affronter des unités intactes bien positionnées. La cavalerie perse pouvait alors attaquer ces groupes isolés un par un, les écrasant avant qu'ils ne puissent se réorganiser. L'infanterie grecque mercenaire pouvait avancer pour éliminer tout soldat parvenant à s'établir sur la rive orientale, garantissant que le passage reste sous contrôle perse. Quand Alexandre et son armée atteignirent la rive occidentale du Granique, la scène qui s'offrit à eux était à la fois impressionnante et décourageante. De l'autre côté du fleuve, la cavalerie perse s'étendait en une ligne brillante d'armures polies, de plumes colorées et d'étendards flottant dans le vent de l'après-midi. Les chevaux, souvent issus des célèbres lignées de Médie et de Parthie, rayonnaient de santé et d'entraînement, leurs montures faisant preuve de la même discipline que leurs cavaliers. Les généraux vétérans d'Alexandre, comme Parménion, ayant servi Philippe II dans des dizaines de campagnes, examinèrent la position perse avec l'œil expérimenté de soldats reconnaissant un avantage tactique. La sagesse militaire conventionnelle dictait qu'une attaque frontale contre une position aussi bien défendue serait un suicide tactique, surtout sans supériorité numérique compensant le désavantage du terrain. Mais Alexandre voyait la même scène différemment. Là où ses généraux voyaient une position formidable, il voyait de l'arrogance. Là où il percevait un avantage perse, il identifiait une rigidité stratégique. Le fait que les Perses aient placé toute leur cavalerie en première ligne signifiait qu'ils avaient engagé leurs meilleures troupes dans une position fixe d'où elles ne pourraient se retirer facilement. Plus important encore, cela montrait qu'ils étaient si sûrs de leur supériorité qu'ils n'envisageaient même pas qu'Alexandre ose attaquer immédiatement, sans reconnaissance ni préparation tactique. Le soleil commençait à descendre à l'horizon quand Alexandre prit une décision que ses généraux jugèrent à la frontière entre le génie et la folie suicidaire. Alors que Parménion et d'autres commandants vétérans préconisaient la prudence, suggérant de camper pour la nuit et de chercher un point de traversée plus favorable le lendemain, Alexandre voyait là une opportunité unique. Les Perses étaient exactement où il voulait qu'ils soient, confiants, engagés dans une formation possédant des vulnérabilités exploitables par un commandant audacieux. La cavalerie des compagnons, composée des jeunes nobles macédoniens formant l'élite militaire du royaume, réagit à l'ordre d'attaque avec un mélange d'excitation et d'appréhension, reflétant leur loyauté envers Alexandre et leur compréhension des réalités tactiques. Ces hommes avaient grandi avec Alexandre, partagé son éducation sous Aristote, participé à ses premières campagnes, développant une confiance mutuelle dépassant les relations normales entre commandants et subordonnés. Quand Alexandre annonça l'attaque immédiate, ils savaient qu'ils obéiraient, même si cela signifiait courir à la mort. La formation choisie par Alexandre pour l'attaque reflétait sa compréhension des réalités tactiques et sa volonté de prendre des risques personnels. Plutôt que de rester en arrière, comme le faisaient la plupart des commandants, il se plaça à l'aile droite de la cavalerie, position d'honneur et de danger maximal, où traditionnellement le roi ou le commandant suprême démontrait son courage personnel. Ce n'était pas un geste symbolique, mais un engagement réel à partager tous les dangers de ses soldats. À ses côtés, les compagnons se formèrent en un coin, tactique ayant fait ses preuves contre les tribus barbares et les cités rebelles.
Cette formation concentrait l'impact maximal sur un point précis de la ligne ennemie, permettant à une force numériquement inférieure de briser une défense solide par la force concentrée et le momentum psychologique. Son succès dépendait autant du courage individuel que de la discipline collective. Quand Alexandre leva sa lance et poussa le cri de guerre macédonien, le son résonna le long de toute la ligne, comme un défi non seulement aux Perses, mais aux limites même de la guerre conventionnelle. Les chevaux des compagnons, entraînés dès leur naissance pour le combat, répondirent à l'ordre de leurs cavaliers par une explosion de mouvements transformant la rive occidentale du Granique en une scène de puissance animale et de détermination humaine, impressionnant même les Perses. L'entrée dans l'eau fut le moment le plus vulnérable. Les chevaux, malgré leur entraînement, luttaient contre le courant, portant des cavaliers entièrement armés. La profondeur variait de façon imprévisible, forçant certains à nager tandis que d'autres gardaient pied. La formation en coin, si précise sur terre, commença à se désagréger face aux difficultés de la traversée. Depuis la rive orientale, la cavalerie perse observa les premiers instants de l'attaque avec admiration pour l'audace et satisfaction à l'idée que les envahisseurs soient aussi imprudents qu'espérés. Les premiers dards et lances perses furent lancés alors que les compagnons étaient encore dans l'eau, vulnérables. Des cavaliers macédoniens tombèrent, emportés par le courant, leurs chevaux sans cavaliers tentant d'atteindre la rive. Mais à mesure qu'Alexandre et les premiers compagnons sortaient de l'eau et commençaient l'ascension de la pente, la véritable stratégie devint évidente. L'audace de l'attaque n'était pas imprudence, mais un calcul psychologique précis. Les Perses s'attendaient à une attaque conventionnelle, prudente. Ils n'étaient pas préparés à une charge ignorante de toute tactique, reposant uniquement sur la vitesse, la surprise et le courage. Alexandre, luttant sur la pente glissante, les dards perses sifflant autour de lui, incarnait un type de leadership inspirant l'impossible. Sa présence en première ligne n'était pas symbolique, mais pratique. Chaque compagnon, le voyant risquer sa vie à leur côté, savait qu'il n'était pas envoyé à la mort par un commandant en sécurité. C'était un partage du danger, un commandement créant une loyauté dépassant toute logique de survie. À mesure que davantage de cavaliers atteignaient le sommet, la situation tactique changea de façon inattendue. Plutôt que de petits groupes désorganisés, les Perses affrontaient des cavaliers gardant détermination et discipline. Le coin, même partiellement désuni, concentrait assez de force pour créer des brèches exploitables. Dans le chaos brutal du combat, où le destin des empires se jouait à quelques mètres, Alexandre devint la cible de tous. Son armure brillante, ornée des symboles royaux, le désignait comme le prix suprême. Deux nobles Perses, Espitridates et Rhoézacès, frères élevés à la cour de Darius, le virent non comme un ennemi, mais comme une opportunité de gloire éternelle. Espitridate, satrape de Lydie et Ionie, cavalier expérimenté, lança son cheval vers Alexandre, son cri de guerre résonnant comme le rugissement d'un lion. Alexandre réagit avec la vitesse acquise par des années d'entraînement. Sa lance, simple mais forgée de fer macédonien, transperça la poitrine du noble un instant avant que la sienne n'atteigne son but. L'impact fut fatal, mais le choc brisa la lance d'Alexandre, le laissant désarmé. Rhoézacès, voyant son frère tomber, attaqua avec une fureur dépassant toute tactique. Son épée courbe, affûtée comme un rasoir, frappa en arc mortel. Alexandre, forcé de se défendre, recula mais garda son calme. Le coup décisif vint quand Rhoézacès trouva une ouverture. Son épée s'abattit vers le cou du roi avec une force capable de décapiter un taureau. Le métal heurta la protection du cou, une pièce forgée spécialement pour protéger le jeune roi. L'armure sauva la vie d'Alexandre, mais le choc le déséquilibra. Rhoézacès, voyant qu'il était blessé, leva son arme pour le coup final. Mais à cet instant critique, Clitus le Noir, vétéran ayant servi Philippe, intervint avec la précision d'un soldat ayant survécu à des centaines de combats. Sa lance transperça le dos de Rhoézacès, tuant le noble et sauvant le futur plus grand conquérant de l'histoire. Ce moment dépassa l'importance tactique. Alexandre montra à ses soldats et à ses ennemis qu'il n'était pas un commandant restant en sécurité.
Il était un roi guerrier, prêt à risquer sa vie pour ses objectifs. Cette volonté de partager le danger créa une loyauté devenant fondamentale pour le succès macédonien. Mais le combat révéla aussi les vulnérabilités de son style. Un commandant mort ne peut diriger, un roi mort ne peut régner. Le fait qu'Alexandre ait frôlé la mort montrait que son courage, aussi inspirant, représentait un risque stratégique. Pour les soldats ayant vu le combat, l'événement devint une légende. Ils avaient vu leur roi vaincre les meilleurs guerriers perses, prouvant que même l'élite perse n'était pas invincible face à la détermination macédonienne. Cette confiance se répandit comme un feu, transformant une armée disciplinée en une force croyant pouvoir conquérir le monde. La mort des deux nobles créa une rupture psychologique dans la ligne perse. La cavalerie, si confiante, montra les premiers signes d'hésitation. Ce qui devait être un massacre se transformait en combat réel. L'audace de la charge d'Alexandre créa la confusion espérée. Les commandants perses, préparés à une attaque conventionnelle, ne savaient comment réagir. La rigidité de leur formation devenait une faiblesse. Tandis qu'Alexandre combattait sur l'aile droite, Parménion exécutait son rôle avec précision. La cavalerie thessalienne, sur l'aile gauche, traversa là où la résistance était moindre et flanqua la position perse. Ces cavaliers, élevés dans les plaines thessaliennes, rivalisaient en habileté avec les Perses. La phalange macédonienne, patiente, commença sa traversée quand la cavalerie eut établi une position. Ces hommes, armés de sarisses de 6 mètres, représentaient l'innovation militaire ayant fait la supériorité macédonienne. Leur traversée fut plus méthodique que spectaculaire, mais tout aussi efficace. Quand la phalange émergea de l'eau, les commandants perses comprirent qu'ils affrontaient une attaque coordonnée exploitant leur vulnérabilité. La cavalerie créait la confusion, la phalange fournissait la force, les Thessaliens encerclaient. La désintégration de la ligne perse fut rapide. La cavalerie, flanquée par les Thessaliens, pressée par la phalange et les compagnons, perdit sa cohésion. Des cavaliers individuels commencèrent à fuir. La panique se répandit rapidement. Des commandants ayant mené des armées victorieuses hurlaient des ordres inaudibles. La discipline s'effondra. Alexandre, ayant survécu et regroupé ses compagnons, vit l'opportunité et l'exploita comme un prédateur. Il lança sa cavalerie en attaques successives, transformant une retraite en déroute complète. La poursuite fut une démonstration de la supériorité de la cavalerie macédonienne. Les chevaux, entraînés pour de longues campagnes, avaient la résistance et la vitesse pour rattraper les fuyards. Les compagnons, sachant leur victoire décisive, montrèrent peu de miséricorde. Les satrapes, si confiants, furent désormais des fugitifs. Arcite, Mitrobuzane et autres abandonnèrent leurs troupes, emportant la nouvelle d'une défaite ébranlant les fondations de l'Empire perse. Les mercenaires grecs subirent un sort pire. Beaucoup furent tués pendant la fuite, d'autres capturés, affrontant un destin peut-être pire que la mort. Quand le soleil se coucha, la rive orientale du Granique était jonchée de centaines de corps de cavaliers perses et de mercenaires. Leurs chevaux erraient dans un champ de désolation, contrastant avec la confiance de quelques heures plus tôt. Le Granique, censé arrêter l'invasion, était devenu le lieu de la première grande victoire d'Alexandre en Asie. Quand la cavalerie perse se décomposa, l'infanterie grecque mercenaire fut isolée, encerclée. Ces hoplites expérimentés comprirent vite que la bataille était perdue. Ils se rendirent, déposant leurs armes, envoyant des émissaires pour négocier. Ils s'attendaient à être traités selon les conventions grecques, libérés contre rançon ou échangés. Mais Alexandre les regarda avec une fureur dépassant les calculs politiques. Pour lui, ces hommes étaient des traîtres à l'identité grecque, combattant aux côtés des Perses contre leurs frères helléniques. Sa campagne n'était pas une conquête, mais une croisade de vengeance. Leur trahison ne pouvait être pardonnée. Il ordonna le massacre des mercenaires. Les soldats macédoniens réagirent avec surprise et compréhension. Beaucoup avaient perdu des proches. D'autres voyaient une décision stratégique pour dissuader d'autres Grecs de trahir. Le massacre fut exécuté avec une efficacité brutale. La phalange avança sur les mercenaires désarmés, utilisant les sarisses pour tuer des hommes sans défense. Les cris des mourants résonnèrent comme un rappel sombre.
Cette guerre dépassait les conventions. Ce n'était pas une guerre pour le territoire, mais pour l'identité, où la trahison serait punie par l'anéantissement. Environ 2000 mercenaires survivants furent épargnés, non par miséricorde, mais par nécessité. Alexandre avait besoin d'esclaves pour les travaux de campagne. Ces survivants furent enchaînés et envoyés aux mines de Macédoine, sentence équivalente à une mort lente, servant d'exemple. La brutalité de cette décision servit à plusieurs fins stratégiques. Elle découragea d'autres mercenaires grecs, établit une réputation de sévérité et montra aux Perses qu'Alexandre n'était pas un conquérant ordinaire. Mais elle révéla aussi des aspects de sa personnalité annonçant des décisions futures controversées. Sa capacité à ordonner l'exécution d'hommes rendus montrait un calcul froid complétant son courage. Il possédait à la fois la miséricorde et la cruauté, et ses choix seraient toujours dictés par ses objectifs supérieurs. Pour ses soldats, cet événement fut une leçon. La guerre en Asie serait sans compromis, sans pitié, sans tolérance pour la trahison. Ceux qui avaient rejoint Alexandre pour une conquête comprenaient maintenant qu'il participait à une redéfinition de l'ordre mondial. Le champ de bataille du Granique, quand le dernier cri se tut, montrait un panorama changeant à jamais l'équilibre entre Orient et Occident. Où régnait la confiance arrogante de la cavalerie perse, gisaient désormais les corps de l'élite militaire du plus puissant empire. La victoire d'Alexandre était tactique et psychologique, prouvant que la puissance perse pouvait être brisée par une détermination supérieure. Les pertes macédoniennes furent étonnamment légères. Moins de 30 compagnons étaient morts, les pertes totales ne dépassant pas quelques centaines. Cette disproportion reflétait la supériorité du training et de l'équipement macédonien et l'efficacité des tactiques d'Alexandre. Chaque soldat macédonien tué était remplacé par 10 Perses, un ratio garantissant la conquête de l'Empire s'il était maintenu. La première décision d'Alexandre après la victoire montra sa compréhension de la guerre comme exercice politique. Plutôt que de célébrer, il organisa une campagne de propagande. 300 armures perses, parmi les plus ornementées, furent nettoyées, polies et envoyées à travers l'Hellespont. Elles étaient destinées au Parthénon à Athènes, temple le plus sacré de la cité la plus prestigieuse de Grèce, exposé comme trophée d'une victoire profitant à toute la Grèce. L'inscription gravée sur une plaque de bronze disait « Alexandre, fils de Philippe, et les Grecs, à l'exception des Spartiates, ont pris ces armures aux barbares habitant l'Asie. » Ce message était chargé de signification. En se désignant comme fils de Philippe, Alexandre soulignait sa continuité avec les politiques paternelles. La mention « à l'exception des Spartiates » était à la fois provocation et invitation, rappelant leur absence tout en leur offrant une chance de rejoindre la coalition. Surtout, décrire les Perses comme barbares habitant l'Asie renforçait la narration. La campagne n'était pas une agression, mais une libération. Les Perses représentaient une civilisation inférieure ayant opprimé les Grecs d'Asie. La victoire au Granique était le premier pas vers la restauration de l'ordre naturel, où la supériorité grecque serait reconnue. Le contrôle de l'Asie mineure établi après la bataille allait au-delà de l'occupation militaire. C'était la première étape d'un nouvel empire combinant administration perse et culture grecque. Les cités grecques de la côte asiatique accueillirent Alexandre comme un libérateur. Mais l'importance de la victoire transcendait les considérations immédiates. Alexandre avait prouvé que l'empire perse n'était pas invincible. La mystique de pouvoir entourant les Perses depuis Cyrus le Grand était brisée par un jeune roi barbare à la tête d'une armée petite mais superbement entraînée. Cette rupture psychologique serait cruciale dans les batailles futures. Pour Darius III, roi des rois à Persépolis, les nouvelles de la défaite furent un choc. Ce qui semblait une incursion mineure était devenu une invasion sérieuse menée par un commandant capable de menacer l'existence même de l'Empire. La prochaine phase exigerait une attention personnelle qu'il n'avait pas prévue. L'héritage de la bataille du Granique traverserait les siècles comme un tournant de l'histoire. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais le premier pas vers une transformation fondamentale du monde antique,
menant à une civilisation hellénistique combinant éléments grecs, perses, égyptiens et indiens, influençant l'humanité pendant des millénaires. Chaque soldat macédonien survivant porterait en lui le souvenir d'avoir participé au début de la plus grande aventure de conquête de l'histoire. Quand Alexandre rassembla son armée le lendemain, pointant vers l'est, vers le cœur de l'Empire perse, chaque homme savait avoir participé à quelque chose d'historique. La victoire au Granique prouvait que leur jeune roi possédait non seulement courage et ambition, mais le génie militaire nécessaire pour transformer des rêves impossibles en réalité conquise. Le prochain défi serait plus grand. Affronter Darius III en personne à la bataille d'Issos, où le destin de deux empires serait décidé dans un affrontement entre deux rois, représentant des civilisations différentes, mais déterminés à dominer le monde connu. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez un commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.